Le Fonds monétaire international s'imprègne des préoccupations du secteur privé burkinabé pour en tenir compte dans l'élaboration de son nouveau programme pour le Burkina Faso. À ce sujet, le directeur général adjoint du FMI a échangé avec les représentants des acteurs du secteur privé burkinabé. Au nombre des préoccupations soulevées, les charges fiscales, la dette intérieure et les difficultés d'accès au financement. Les familles des victimes de l'insurrection populaire et du coup d'État expriment leur mécontentement vis-à-vis de la justice burkinabé. Elles dénoncent la lenteur dans le traitement des dossiers en justice et les libertés provisoires accordées à certaines personnalités. Les familles des victimes comptent boycotter la commémoration de ces deux événements douloureux que le Burkina Faso a connus en octobre 2014 et septembre 2015. Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une batterie de sanctions contre la Corée du Nord. Ces sanctions interdisent à Pyongyang l'exportation de son textile et réduisent ses approvisionnements en pétrole et en gaz. Ces nouvelles mesures contre la Corée du Nord ont été soutenues par la Chine et la Russie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, le Fonds monétaire international veut accorder une place de choix au secteur privé dans son nouveau programme au profit du Burkina Faso. Mais avant, il lui faut connaître les préoccupations du secteur privé burkinabé. Et c'est tout le sens de la rencontre tenue ce 12 septembre entre le directeur général adjoint du FMI et les responsables de la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina Faso. On fait le point des échanges avec Oscar Soulama et Bouma Ernest Nebi. Dans le cadre de l'élaboration du nouveau programme du Fonds monétaire international FMI pour le Burkina, le directeur général adjoint du dit fonds échange ici avec les acteurs économiques du Burkina. Des échanges qui devront lui permettre de connaître les préoccupations du secteur privé burkinabé, un secteur qui, selon lui, contribue énormément au développement du pays. Le secteur privé est le moteur de la croissance du pays et l'acteur principal de mise en œuvre de PNDES. Voilà pourquoi l'avis de France du secteur privé est très important. Les coûts élevés des facteurs de production, la problématique d'accès au financement, la dette intérieure et les charges fiscales sont entre autres les préoccupations du monde du secteur privé soumises à la deuxième personnalité du FMI. Ces préoccupations, ces acteurs économiques souhaitent qu'elles soient prises en compte dans les échanges gouvernement-FMI dans le cadre de l'élaboration du nouveau programme du FMI pour le Burkina. Bientôt, ils vont signer le nouveau programme avec le gouvernement. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont voulu aussi entendre d'autres sons de cloche du secteur privé pour pouvoir intégrer nos préoccupations. Et nous n'avons pas manqué en tout cas de relever les préoccupations du secteur privé. La signature du livre d'or de la Chambre de commerce et d'industrie de Burkina et la remise d'un présent par les acteurs du secteur privé à leur hôte ont été les derniers actes de cette rencontre. En dehors du secteur privé, le secteur de l'énergie solaire pourrait aussi bénéficier de l'appui du Fonds monétaire international. En tout cas, le directeur général adjoint du FMI dit être émerveillé par les installations de la centrale solaire photovoltaïque de Zaktouli qu'il a visité cet après-midi. Les travaux de cette centrale sont réalisés à 98% et la mise sous tension devrait intervenir dans les semaines à venir. Le reportage de Salifou Belem et Maïmouna Traouri. Les travaux de construction de la centrale solaire photovoltaïque de Zaktouli sont réalisés à 98%. Les 129 600 panneaux solaires sont installés, les 16 transformateurs opérationnels et les techniciens sont à pied d'œuvre pour les essais de mise sous tension. On est en train de faire les essais d'injection donc de la puissance de l'énergie de la centrale au niveau du poste de Zaktouli. Et on a commencé les essais, on espère d'ici quelques semaines, au maximum 3 semaines, on doit pouvoir finir les essais et la centrale sera totalement opérationnelle. C'est la première centrale solaire photovoltaïque en Afrique de l'Ouest. En visite sur le site, le directeur général adjoint du Fonds monétaire international est tout simplement émerveillé. Ça, c'est le projet extraordinaire. Je suis vraiment très encouragé. J'espère un jour, il y aura le jour, vous allez exporter l'électricité au Côte d'Ivoire. L'expérience de Zaktouli va poser les jalons, en tout cas d'une aventure vers l'énergie solaire comme énergie alternative de soutien qui va pouvoir permettre donc au Burkina de renforcer son parc, mais surtout de pouvoir amener donc le prix du kilowattheure à des valeurs raisonnables pour les populations.
Avec ces installations, la production attendue est de 33 MW. Il est prévu une extension de 17 MW d'ici à 2020 sur financement de la Banque européenne d'investissement pour porter la production du site à 50 MW. Et puis, le directeur général adjoint du Fonds monétaire international a été reçu ce mardi par le président de l'Assemblée nationale avec qui il a parlé de la coopération entre son institution et le Burkina Faso. Après la délégation du FMI, Bala Alassane Sakandé a échangé avec le premier ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkina Faso. Au menu, la coopération entre les parlements russes et burkinabés. On fait le point avec Alidou Badini et Monkouna Dabiri. La coopération entre le Burkina Faso et le Fonds monétaire international se porte bien. Du FMI, le pays des hommes intègres a bénéficié de plusieurs accompagnements dans la mise en œuvre de ses projets et programmes de développement. Et le directeur général adjoint de l'institution financière est là pour saluer l'apport des élus nationaux dans la définition des politiques économiques, mais pas seulement. Dans cette optique, nos contacts avec les parlementaires, comme aujourd'hui, nous permettent d'écouter les élus du peuple afin d'améliorer notre compréhension du contexte local. Comprendre et partager l'expérience du Burkina. Voilà qui guide les pas du premier conseiller de la Fédération de Russie au Burkina à l'hémicycle. Le Burkina Faso regorge d'énormes potentialités qui attirent la Russie et Vitali Egorov en parle avec les représentants du peuple. Ce qui concerne l'éducation, je pense aussi l'agriculture, puisque le Burkina est riche en agriculture, le sous-sol burkinabé qui est aussi très riche et variable. Dans tous ces domaines, je pense que nous avons une expérience aussi qui peut être partagée. La Russie veut accentuer sa coopération dans les pays du Sud. Et il faudra donc désormais compter avec elle en Afrique, a signifié le diplomate. L'homme a ensuite marqué son passage par la signature d'une livre d'hommage au défunt président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo. Autre point de l'actualité, les familles des victimes de l'insurrection populaire de 2014 et du coup d'État de 2015 sont remontées contre la justice burkinabé. Elles dénoncent la lenteur dans le traitement des dossiers liés à ces deux événements douloureux et fustigent les libertés provisoires accordées à certaines personnalités qu'elles considèrent comme les bourreaux de leurs parents défunts. Face à la presse ce mardi, elles sont annoncées des actions à entreprendre si toutefois leur cri de cœur n'est pas entendu dans les meilleurs délais. Jean-Urbain David Dabiri. Ces associations de parents de martyrs et de blessés dénoncent les lenteurs de l'institution judiciaire dans le cadre des dossiers de l'insurrection populaire et du coup d'État manqué de 2015. Et les libertés provisoires accordées ça et là ne sont pas pour les rassurer. Ces faits constituent à leurs yeux une entrave à la manifestation de la vérité. Quand on sait que ce n'est plus une question de moyens. Les moyens ont été donnés. Ce n'est pas une question de personnes. Les juges sont là. Ceux qui ont été désignés comme présumés coupables sont là. Ce n'est pas une question de temps non plus. Depuis 3 ans, 2 ans, nous sommes là et ça tourne en rond. Je ne pense pas que nous faisons de la pression. Au contraire, c'est légitime de demander justice. Et si la situation n'évolue pas dans les jours à venir, les familles de victimes entendent prendre des mesures conservatoires. Mesures qui consisteront dans un premier temps à boycotter les rencontres et autres activités organisées au nom des martyrs. Nous avons en notre sein décidé de ne plus participer à une activité organisée par le gouvernement si éventuellement il n'y a pas de satisfaction. Voilà, chaque année on organise des commémorations. Voilà, on a dit non, cette fois-ci, si ce n'est pas réglé, si on n'est pas satisfait, on ne participe pas. C'est une première mesure qu'on a prise. On peut aller au-delà. On va voir venir. Si amélioration, on décidera au moment opportun. Mais pour le moment, c'est ce qu'on a décidé. L'avertissement intervient à quelques jours de la commémoration des événements du coup d'État manqué de 2015 et de l'insurrection populaire. Il laisse planer le doute sur la participation de ces associations. En plus de cette quête de justice, ces associations interpellent le gouvernement pour le respect de ses engagements sociaux envers les familles des victimes.
La surpopulation carcérale, voilà un autre sujet sur lequel la justice burkinabé est interpellée. La structure qui dénonce cette situation et qui s'engage à la combattre est le Centre pour la qualité du droit et de la justice. Ce centre lance un projet de lutte contre les détentions préventives abusives et pour la réduction de la surpopulation carcérale au Burkina Faso. Des précisions avec Issa Kafando et Omar Zambri. Près de la moitié des détenus des différentes prisons du Burkina Faso sont en détention préventive, selon le président du conseil d'administration du CQDJ, le Centre pour la qualité du droit et la justice. Et de cause à effet, cela pourrait expliquer la surpopulation carcérale dans les 20 prisons sur les 26 que compte le pays. Face à ce problème, le CQDJ lance un projet de lutte contre les détentions préventives abusives et de réduction de la surpopulation carcérale. L'objectif de ce projet, c'est à travers une démarche d'assistance et une démarche pédagogique, apporter du soutien juridique aux personnes victimes de détention provisoire abusive. Alors on va intervenir dans 5 localités du Burkina Faso. Et les localités concernées par ce projet sont Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Fadangourma et Banfora. Pour atteindre les résultats escomptés, le centre déroule ici son calendrier d'activité. On aura 5 ateliers de sensibilisation dans chaque ville où il y a les maisons d'arrêt les plus surpeuplées, où on invitera les acteurs clés de la justice, les OSC et les médias. La deuxième activité prévue sera le monitoring des cas les plus criards, afin qu'ils puissent bénéficier d'une assistance juridique et judiciaire, dans le but d'accélérer le traitement et la gestion de leur dossier. Le projet a une durée de vie de 18 mois. À terme, le Centre pour la qualité du droit et la justice va produire un rapport avec des recommandations pour l'amélioration du système judiciaire et carcéral du Burkina Faso. Autre point de l'actualité, le CILSA, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, tient sa 32e journée dans la capitale burkinabé. Une journée qui rappelle le contexte de la création de cette institution et les enjeux du moment. Et cette année, elle se tient autour d'un thème relatif à l'utilisation et à l'occupation des terres comme un outil de planification et d'aide à la décision au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Sur la cérémonie de lancement de cette journée, le reportage de Yacouba Gamine et Tanga Kafando. Une plantation symbolique pour rappeler le but, les missions et le contexte de la création du CILS, le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. C'est à l'occasion de la commémoration de la 32e journée de l'organisation. Le CILS a 44 ans et les enjeux restent les mêmes. Récupérer les terres dégradées, reverdir le Sahel et nourrir les populations. Et cette année, le CILS accueille un document d'intérêt majeur intitulé « Atlas sur les pays de l'Afrique de l'Ouest, une fenêtre sur un monde en pleine évolution ». Un ouvrage produit avec le partenariat de USAID et de l'Institut d'études géologiques des États-Unis. Ayant un document de ce genre, notre défi, c'est de faire en sorte que toutes les défaillances soient résolues et faire en sorte que nous puissions récupérer nos terres qui sont dégradées et faire en sorte que ces terres qui sont dégradées puissent être des terres productives et faire en sorte que nous puissions résoudre un tant soit peu le problème de l'insécurité alimentaire dans nos pays et aller à la sécurité alimentaire et même à la souveraineté alimentaire de nos pays. La journée sera également marquée par des conférences sur l'accès à la terre, la récupération des terres dégradées, la lutte contre les migrations par la création d'emplois pour les jeunes à partir du travail de la terre. Et dans le domaine du développement des infrastructures hydrauliques en Afrique de l'Ouest, les pays de la CEDEAO agissent selon une directive. Et depuis ce matin, des hommes de médias et des représentants d'organisations de la société civile prennent connaissance de cette directive. Et c'est au cours d'un atelier initié à leur intention par l'association Eau Vive. Le reportage de Jean-Eudes Bayala et Omar Zambri. Doter les hommes de médias et les organisations de la société civile de connaissances et compétences nécessaires sur le contenu et les enjeux de la directive CEDEAO pour une bonne gouvernance des ressources en eau, tel est l'objectif de ce présent atelier. Un atelier organisé par l'association Eau Vive International ce 12 janvier à Ouagadougou. Pour le directeur pays de l'association Eau Vive International, cette rencontre permettra d'impliquer les populations dans la gestion des infrastructures, ce qui devrait éviter certains désagréments. Vous savez que ces infrastructures hydrauliques ont des incidences positives sur la productivité au niveau
de nos populations dans nos différentes régions, dans notre espace sous-régional. Il y a aussi à faire en sorte que ces infrastructures aient le moins d'impact négatif sur l'environnement, sur les populations et faire en sorte également qu'elles soient durables. Le représentant du réseau des parlementaires pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement, quant à lui, a pour sa part exprimé sa satisfaction sur la tenue de cet atelier qui devra permettre aux populations de s'approprier des textes qui existent en la matière. Et je pense que l'adoption de ces textes pour encadrer donc la mise en œuvre de ces grands barrages est d'une grande nécessité et d'une grande importance pour nos populations qui sont véritablement les bénéficiaires. Donc c'est cela, nous nous réjouissons d'être là en tant que parlementaires donc du réseau burkinabé, donc des parlementaires pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Environ une trentaine de participants venus de Ouagadougou, Bagré et de Samandeni prennent part à cet atelier. À terme, ils devront définir un référentiel prenant en compte les actions de plaidoirie pour une dissémination large et une application effective de la directive. Dans l'actualité également, le secrétariat permanent de la coordination des écoles et centres de formation professionnelle de l'État tient un forum à Koudougou. Au total, 29 structures d'enseignement sont représentées à ce forum, dont le but est de bien préparer la rentrée scolaire 2017-2018. Les débats sont focalisés sur le décret portant régime de la scolarité des élèves fonctionnaires. Des précisions avec Rasmani Zoundi et Draman Guéné. C'est ici à Koudougou que se tient le tout premier forum des écoles et centres de formation professionnelle de l'État. Un forum pour mettre sur un pied d'égalité tous les stagiaires des établissements professionnels publics. Et là, c'est le décret 1534 portant régime de la scolarité des élèves fonctionnaires qui s'applique. Le principe est de faire en sorte que de toutes nos écoles de formation professionnelle, les gens soient traités de façon équitable en termes de durée de formation, en termes même de toutes les dispositions en tout cas qui encadrent le régime de scolarité dans les écoles. Le décret 1534 entre en vigueur dès octobre et il uniformise les durées des formations et les dates d'intégration des stagiaires en fin de cycle. Les agents qui seront gérés par la loi numéro 2015-081 du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique d'État. Ce sont ces stagiaires dont la durée de formation a été réglementée par le décret. Ensuite, ce même décret a réglementé les dates d'intégration qui ne seront plus seulement le lendemain du PV de délibération, mais ça sera à des dates qui sont connues à partir des durées de formation qui sont fixées, c'est-à-dire 18 mois pour les catégories C et D, 21 mois pour les catégories B et 24 mois pour les catégories A et P. Tout sera donc revu au cours de ce premier forum des écoles et centres de formation professionnelle de l'État. Les critères de recrutement des enseignants vacataires et les modalités d'établissement des diplômes seront aussi uniformisés. Au chapitre santé de ce journal, il se tient depuis ce matin à Ouagadougou la 14e réunion annuelle sur la surveillance et la réponse aux épidémies de méningite en Afrique. Il s'agit pour la centaine de participants venus de 26 pays de passer en revue la situation épidémiologique et la réponse aux épidémies de méningite en Afrique. Ils vont aussi définir les perspectives et les priorités pour les interventions futures. Amadou Ilboudo et Oumou Sissi. Depuis l'introduction du vaccin MENAFRIVAC en 2010, l'on note une réduction significative des cas de méningite de type A en Afrique, selon l'Organisation mondiale de la santé. Néanmoins, d'autres souches continuent de sévir. À cette rencontre, ces acteurs de la santé venus des pays de la ceinture méningitique vont essayer de trouver des solutions aux épidémies qui surviennent essentiellement pendant la saison dite épidémique qui s'étend de janvier à juin. Par rapport à ces épidémies qui surviennent, ce que nous recommandons au pays, c'est de mettre en place un système de surveillance afin que très tôt on puisse détecter les cas, les premiers cas et les prendre rapidement en charge. Car ce qu'on veut éviter, c'est les décès. C'est le 6 décembre 2010 que s'est effectué à Ouagadougou le lancement de l'introduction du vaccin conjugué MENAFRIVAC. Et depuis cette date, des progrès sont enregistrés. Depuis qu'on a introduit ce vaccin pour les personnes de moins de 30 ans, d'abord en campagne de masse et ensuite dans le programme élargi de vaccination, nous n'avons observé que 4 cas de ce type de méningite. Il reste d'autres cas de méningite
mais on ne voit plus, comme on voyait avant, ces épidémies massives de méningite. Et depuis 2010, ce sont environ 278 millions de personnes âgées de 9 mois à 29 ans qui ont été vaccinées dans l'ensemble des 21 pays sur les 26 pays de la ceinture méningitique. Et un des phénomènes qui constitue un problème de santé publique au Burkina Faso, c'est bien le tabagisme dont la prévalence est estimée à environ 19%. Pour y faire face, le gouvernement a pris un décret en 2016 obligeant les industries de tabac à apposer des avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes. Ayant constaté le non-respect de cette réglementation, le réseau des journalistes pour la lutte anti-tabac veut une meilleure implication des hommes des médias, d'où cet atelier organisé à leur intention. Des précisions avec Vincent Tchindre. Il y a eu une première alerte dont il fut le médecin, à savoir que j'avais fait une pneumopathie. Cette voix de M. Khalil Traoré n'a pas été truquée. Elle est la conséquence de la cigarette que cet homme a fumée pendant plus de 30 ans. Victime d'un cancer de la gorge, sa voix n'est aujourd'hui audible que grâce à cet appareil phonatoire qu'il porte constamment sur lui. Quand je dis à quelqu'un de ne pas fumer, il me demande pourquoi, je lui demande, tu as 17 millions. Ah, le gars dit, mais alors là, qu'est-ce que tu avais dit? Je dis, bon, c'est comme moi. Moi aussi, je n'avais pas 17 millions. Mais donc, c'est te dire que si toi, tu n'as pas 17 millions et que tu contractes mon mal, là, tu meurs. Moi, j'ai fumé 32 ans à raison d'un paquet par jour. Comme lui, de nombreuses personnes, soit 18,9% de la population burkinabé, vivent quotidiennement les conséquences dramatiques du tabagisme. L'industrie du tabac, qui avait jusqu'au 7 avril 2016 pour apposer des images dissuasives sur les paquets de cigarettes, tarde à s'exécuter. Face à ce constat, le réseau des journalistes pour la lutte anti-tabac remobilise le monde des médias pour plus d'implication dans cette lutte. C'est de faire en sorte également que nous puissions actualiser notre plan d'action pour l'adapter au contexte du moment. Vous savez également que nous sommes engagés dans une campagne de sensibilisation des autorités mais également des populations afin que le Burkina Faso puisse aboutir à la position des avertissements sanitaires graphiques sur les paquets de cigarettes. On est vraiment engagé à fond dans cette dynamique-là parce que nous estimons qu'il n'est pas normal que des pays qui ont pris le train en marche puissent nous devancer, à l'image du Sénégal, qui a accepté à poser les avertissements sanitaires graphiques sur les paquets de cigarettes depuis le 17 août dernier. Le souhait du REJAT est que le Burkina Faso emboîte le pas au Sénégal en faisant appliquer le décret de 2016. En attendant, les journalistes se sont engagés à multiplier les initiatives pour sensibiliser les populations et interpeller les dirigeants sur la dangerosité du tabac sur la vie des Burkinabés. En cinéma, la deuxième édition de Ouaga Film Lab a été lancée hier 11 septembre. Ouaga Film Lab est une plateforme de détection des talents dans le domaine du 7e art pour les mettre en contact avec des producteurs internationaux. C'est également un cadre de formation des réalisateurs sur la conception et la présentation de projets cinématographiques. Rocher Kam, Ismaël Duloma, Sirima. 15 jeunes réalisateurs sur le point d'entamer une formation de 2 semaines. L'initiative est de Ouaga Film Lab, qui est une plateforme pour renforcer les connaissances des réalisateurs dans la fabrication et la conception de projets cinématographiques. Ouaga Film Lab se veut aussi un cadre pour apprendre à être concis et précis dans la présentation de projets au plan international. Quand on écrit un scénario de 100-150 pages, comment arriver à le résumer en 3 à 5 minutes? Moi, je pense que c'est là aussi. Ce sont des choses en fait qui ne se font pas sur le continent africain, mais Ouaga Film Lab, en fait, il sait quand même de le faire. L'année dernière, ce qu'on a fait, ça permet à des projets qui étant à Cannes ou à Venise ou à Berlin, de pouvoir passer en fait sans problème en fait à des séances de pitch pour pouvoir accéder à des financements. Au terme de cette formation, les meilleurs concepteurs de projets cinématographiques seront primés. Sur la quinzaine de projets qui sont là, on a quasi 7 à 8 prix en fait, qui seront donnés. Et tous ces prix en fait, sont des résidences en fait, qui vont se faire aussi bien en Afrique qu'en Europe, où ils seront pris en charge, en fait, ils seront coachés par des mentors internationaux et ils auront accès directement à des bailleurs de fonds, je dirais en fait, là, des fonds qui vont les financer directement. Mais avant, 10 ateliers de formation sont au programme. Les modules vont porter sur la création et la gestion de sociétés de production, sur la conception de scénarios
ainsi que sur les stratégies de développement et de production de films. Cap à présent sur Koupela dans le Kouritenga où l'excellence scolaire a été célébrée le samedi dernier. Les meilleurs élèves et enseignants de la province ont été récompensés au cours d'une soirée appelée la Nuit du Mérite. À l'initiative de cette cérémonie, l'association dénommée pour le Kouritenga Je m'engage. Cette association rassemble les fils et filles du Kouritenga autour des questions de développement de leur province. Césaire Carrefour et Vincent Tchendrebego. Rassemblement ce samedi 9 septembre à Koupela. Habitants de cette ville et ressortissants de la province du Kouritenga ont sonné ce rassemblement pour célébrer l'excellence scolaire. Les meilleurs élèves au CEP, BEPC et baccalauréat ont été récompensés, tout comme les meilleurs enseignants du primaire et la meilleure circonscription d'éducation de base de la province. C'est la Nuit du Mérite, une initiative de l'association pour le Kouritenga Je m'engage. C'est vraiment des sentiments de satisfaction, de joie, tout d'abord par la grande mobilisation que ces activités ont drainé. Vous avez pu constater avec nous la présence en tout cas d'imminentes personnalités qui ont sacrifié de leur précieux temps pour être avec nous. Toutes choses qui témoignent en tout cas de la justesse de notre action. Vous avez également participé à la grande mobilisation de la population parce que nos actions, nous l'espérons, vont au profit de ces populations. Donc c'est une grande joie que nous avons eue en voyant vraiment la population de la province du Kouritenga mobilisée autour de ces activités. Je tenais tout particulièrement à féliciter le président avec toute son équipe parce que c'est une formidable idée que tous les fils donc, de la région qui sont dans les contrées donc, du Burkina Faso pensent à revenir, soutenir leurs parents, soutenir les élèves qui ont fait de bons résultats. Je pense que c'est un exemple qu'il faut saluer et c'est un exemple aussi qu'il faut promouvoir pour les autres régions. Pour cette Nuit du Mérite, l'association pour le Kouritenga Je m'engage a dressé son plateau artistique et des artistes de la localité ont rivalisé de talent avec la star de la musique burkinabé Flobi qui a émerveillé le public. Voilà, cette brève en sport avant de poursuivre la reprise du match Afrique du Sud-Sénégal se précise davantage en attendant une probable reprogrammation du match par la commission d'organisation des compétitions de la FIFA. La Fédération sud-africaine de football s'est réunie hier et elle a décidé de respecter le choix de la FIFA de rejouer donc le match. Hors de chez nous, en France, des milliers de personnes ont marché ce mardi contre la réforme de la loi du travail. Dans plusieurs villes françaises, il y a eu des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. On dénombre quelques dégâts matériels et plusieurs manifestants ont été interpellés. La mobilisation contre la réforme du Code du travail a dégénéré ce mardi dans plusieurs villes de France et notamment ici à Paris. Des manifestants ont lancé des projectiles sur les forces de l'ordre qui ont répliqué en faisant usage de gaz lacrymogène et de canons à eau. Des panneaux publicitaires ont été détruits et plusieurs personnes interpellées. Entre la place de la Bastille et celle d'Italie, le cortège a été stoppé à plusieurs reprises à cause de ces incidents. La préfecture de police estime à 24 000 le nombre de manifestants, quand la CGT, à l'origine du mouvement, avance le chiffre de 60 000. Pour les responsables syndicaux, une seule certitude, des mesures voulues par le gouvernement seront inefficaces. Aucune réforme dans ce pays qui a cassé le droit du travail, mais dans tous les pays d'ailleurs, n'a modifié la courbe du chômage. Ça génère de la précarité, ça génère du travail informel, mais ça ne règle pas le problème de l'emploi, un emploi stable, un emploi où on peut construire sa vie. La CGT a déjà appelé à une autre mobilisation le 21 septembre, à la veille de la présentation du projet en Conseil des ministres et à l'avant-veille de l'appel à manifester lancé par la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Les Nations Unies ont pris de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord dans les secteurs du textile et des hydrocarbures. Ces sanctions sont une réponse au dernier agissement de Pyongyang qui a récemment procédé à un essai nucléaire. Cette fois, la Corée du Nord semble avoir été lâchée par ses fidèles alliés que sont la Chine et la Russie. La Corée du Nord fait l'unanimité contre elle au Conseil de sécurité des Nations Unies.
Ce lundi, l'ONU a adopté une nouvelle batterie de sanctions contre Pyongyang. Ses exportations de textiles ont été interdites et ses approvisionnements en gaz et en pétrole réduits. Nous ne cherchons pas la guerre. Le régime nord-coréen n'a pas encore franchi le point de non-retour. Si elle accepte d'arrêter son programme nucléaire, la Corée du Nord peut retrouver un avenir. Si ce pays prouve qu'il peut vivre en paix, le monde vivra en paix avec lui. Mais si la Corée du Nord continue sur sa lancée, nous continuerons à faire pression. Cette 8e série de sanctions, approuvée par la Chine et la Russie, vise à punir Pyongyang pour son essai nucléaire du 3 septembre dernier. Un essai célébré en grande pompe par Kim Jong-un lors de cette cérémonie. Les images ont été diffusées ce dimanche par la télévision publique nord-coréenne. Retour au Burkina Faso pour la revue de presse de ce journal. Les quotidiens de ce 12 septembre commentent la situation sociopolitique au Togo. En page nationale, les journaux se prononcent sur les guéguerres entre les organisations de la société civile. Des précisions avec Vincent Tchendrebego. Aro sur ces OSC qui se font la bagarre par médias interposés. En effet, Sidouaya, en s'appuyant sur des faits récents, s'insurge contre ces organisations de la société civile qui se croient en droit d'interpeller leur père qu'elles jugent en faute. Mais à quel jeu se livrent ces OSC et les structures compétentes du ministère en charge des libertés publiques dans tout ça? Il y a parfois un écart abyssal entre les actes de certaines OSC et ce qu'elles prétendent être, ajoute Sidouaya, qui interpelle l'autorité publique. Situation politique à Lomé, le Togo est à un tournant de son histoire, écrit le pays. Reste à savoir aborder le virage, et le journal ajoute que jamais l'opposition ne s'est sentie aussi forte et proche de son but, et ne veut lâcher prise. Le nœud du problème étant le demi-siècle de règne de Yassine Bey sur le Togo. Mais que veut l'opposition togolaise? Des réformes. L'observateur Palaga rappelle que le gouvernement prévoit désormais un projet de loi incluant la limitation des mandats et un mode de scrutin à 2 tours, ce qui ne satisfait pas pour autant les opposants qui redoutent que le président, par le principe de la non-rétroactivité, ne se refasse une virginité présidentielle pour rester en course au-delà de son mandat en cours. Une opposition qui ne demande qu'à un retour à la Constitution de 1992 qui avait été tripatouillée par Yassine Bey père. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ruth Bini Ouattara vous retrouve à 22h30 pour les dernières actualités. Merci de votre fidélité à la RTB.